Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. 1964, le parachutiste belge saute sur Kisangani pendant que le colonel Van der Wel entre avec sa 5e brigade mécanisée. Et les rebelles sont surpris, mais ils ont quand même eu le temps de tuer 200 personnes, 200 otages. Et c'est la panique. Les chefs rebelles ont perdu la guerre. Ils décident tous de partir en exil. Bouigné, le commandant en chef de l'armée des rebelles, appelle à main populaire de libération. Il s'appelait le général Nicolas Olenga va quitter Kisangani avec ses 2 Kadogo, ses 2 neveux qui assuraient sa sécurité. L'un s'appelle François Olenga, qui deviendra un grand général FRDC, et l'autre s'appelle Kisase Ngandou. Donc tous s'enfuient. Laurent Désiré Kabila reste à l'est. Et Laurent Kabila, pour revenir avec notre histoire avec le Rwanda, va recevoir 2 renforts. Le premier renfort, c'est un groupe de Rwandais, à peu près 1000 combattants, tous rwandais, d'une organisation qui s'appelle UNAR, Union nationale rwandaise. Le chef de cette organisation s'appelle François Roukeba. Roukeba vient voir Laurent Désiré Kabila et dit voilà, nous sommes en train de combattre notre président là, qui s'appelle Grégoire Kayibanda. On n'a pas les moyens de le renverser. Voici ce qu'on vous propose. Nous allons vous soutenir lorsque vous allez chasser Kasavubu et vous allez prendre le pouvoir, vous viendrez nous aider pour chasser Grégoire Kayibanda. Mobutu propose au président de la République de l'autoriser à organiser une commémoration en appelant les commandants des grandes unités qui sont à l'intérieur. Kasavubu dit, je ne vois pas d'inconvénient. Les commandants arrivent ici, Mobutu les reçoit, ils organisent une grande messe à Notre-Dame. Les catholiques appellent cette messe Te Deum, remercier Dieu pour ce qu'il a réalisé. Après la messe, Mobutu reçoit tout le monde et le président de la République est surpris par un communiqué. Le haut commandement a déchu le chef de l'État et Mobutu prend le pouvoir. C'est le coup d'État du 24 novembre 1965. Kasavubu n'est plus président de la République. En 1972, Bisengimana a fait adopter une loi. La loi dit ceci: les ressortissants du Rwanda-Urundi ayant vécu au Congo depuis 1950 sont devenus des Aïrois. Museveni n'est pas Tutsi. Museveni n'est pas Rwandais. Museveni est Ougandais d'une tribu qu'on appelle les Banyankole. Et quand Museveni sort du maquis avec son armée, la NRA, il a 20 000 combattants. Parmi les 20 000 combattants, 5 000 sont des Rwandais. C'est ainsi que le major Paul Kagame devient le numéro 2 de l'ère des Miap. Juvenal Abiyarimana ne sait plus quoi faire. La seule solution qui lui reste, c'est d'appeler au secours son allié, le maréchal Mobutu. Ils sont déjà 70 km. Si tu ne bouges pas, je suis foutu. Mobutu dit, pas de panique. Mobutu va mobiliser la DSP et des commandos qui étaient formés à Kisangani. À leur tête, il met le général Mayele. Il dit à Mayele, va régler les problèmes. Le général Mayele et les militaires zaïrois vont prendre les Kagame et leur armée à partir de 70 km de Kigali et les repousser jusqu'à la frontière ougandaise. La première attaque du FPR a échoué parce que les Congolais sont intervenus dans la guerre du Rwanda. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Je commence aussi par remercier
les responsables de l'université qui nous ont invités pour tenir cette conférence avec les étudiants de cette institution. Aujourd'hui, nous allons parler des relations RDC-Rwanda. Pourquoi? Parce que nous pensons que les problèmes que nous avons aujourd'hui avec notre voisin de l'Est, l'un de nos voisins de l'Est, pour trouver des pistes de solutions, il faudrait d'abord comprendre d'où viennent les problèmes et quels sont les problèmes. C'est ce qui arrive quand vous allez voir votre médecin. Les médecins commencent toujours à vous poser des questions sur votre passé. Où est-ce que vous êtes né et quand est-ce que vous êtes né, quel âge vous avez, dans le passé, quelle maladie vous avez souffert. Donc, ça permet aux médecins de faire un très bon diagnostic. Et c'est la même chose aussi en politique. Nous pensons que notre histoire commune avec le Rwanda peut nous aider à comprendre les problèmes actuels et à trouver des pistes de solutions. Cette conférence va s'articuler autour de 4 chapitres. Vraiment, c'est des chapitres très courts parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Des chapitres très courts, 4 chapitres qui vont concerner 4 périodes. La première période, c'est de 1885 à 1908, ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo ou le Congo léopoldien. Le deuxième chapitre portera sur les Congo belges, qui part de 1908 jusqu'à 1960. Le troisième chapitre, c'est les Congo indépendants ou les Congo de Kasavubu et de Lumumba, 1960-65. Et le dernier chapitre, c'est le Congo du maréchal Mobutu ou le Congo Zaïre, 1965-1994. Mais pour bien comprendre l'histoire du Congo, il faut savoir, avant l'arrivée des Belges, il y avait dans l'espace qui deviendra plus tard la RDC, il y avait déjà des organisations politiques, des entités politiques qui existaient. Donc faire de la politique, ce ne sont pas les Occidentaux qui nous ont appris à faire la politique. La politique était déjà pratiquée par nos ancêtres avant l'arrivée des Belges. Quelques exemples, vous les connaissez. Nous avons les royaumes Congo, qui a été créé au XIIIe siècle et que les Portugais vont découvrir au XVe siècle. Donc 2 siècles après l'existence de ces royaumes, les Portugais sont arrivés. Le royaume né Congo est créé par un certain Nimilukeni en 1274, donc au XIIIe siècle. Nous avons le royaume Kuba, qui était dans le Kasaï, l'empire Lunda du Mwanti-Yave, l'empire Luba, avec l'empereur qui s'appelait Mulopwe. Et une particularité dans l'empire Luba, le commandant en chef de l'armée avait un titre, il s'appelait Kalala. Kalala, c'était un titre de général commandant en chef, et aujourd'hui c'est devenu un nom commun. Nous avons le royaume Azande au nord du Congo, les royaumes Mangwetu, les Ngwandi, et, pour aller vite, à l'est, aussi, il y avait des entités politiques. Les entités politiques de l'est, nous avons le royaume des Bashi, qu'on appelait les Bushi. Nous avons le royaume du Rwanda. Les Nandais étaient organisés politiquement, les Houndé, les Avu, les Nyanga, les Fulero. La particularité des royaumes de l'Est, le roi s'appelait en Swahili Mwami. Donc, et au Rwanda, et chez les Bashi, et chez les Houndé, le roi s'appelle Mwami. Mais il y a aussi à l'Est, à partir de 1860, une domination étrangère qui arrive, qui n'est pas européenne. Ce sont la présence des Arabes. Les Arabes vont occuper l'Est du pays à partir de 1860. Ces Arabes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher au Congo? Ils sont à la recherche de 2 matières premières qu'ils apprécient énormément. C'est des trafiquants. C'est les pointes d'ivoire et les esclaves. Ils achètent des esclaves qui vont aller vendre à Zanzibar. Et ces Arabes parlent leur langue, l'arabe, et avec le temps,
l'arabe va se mélanger avec les langues bantoues pour donner naissance à une nouvelle langue qu'on appelle le Swahili. Le Swahili, c'est une langue, la structure et les bantous, le vocabulaire est arabe. Et puis, on arrive à, disons, 1870, c'est l'arrivée d'un journaliste britannique qui est à la recherche des sources du Nil. Il s'appelle Henry Morton Stanley. Stanley entre par la Tanzanie. Il dit, voilà, moi je cherche les sources du Nil, les grands fleuves du Nil. On sait qu'il vient du plus bas, à l'intérieur de l'Afrique. Et on lui explique que lorsque vous entrez profondément en Afrique, en allant plus à l'ouest, vous allez tomber sur un grand fleuve qui monte vers le nord. Et il suit cette piste, il va tomber dans le Maniema sur une grande rivière qui s'appelle le Lualaba. Et il va remonter il va suivre ces rivières, il va descendre cette rivière, parce que ça monte au nord. Quand vous êtes dans le Maniema, le fleuve Congo monte vers le nord, il se dit donc je vais vers l'Égypte. Et arrivé à Kisangani, il se rend compte que le fleuve bifurque vers l'ouest, il se dit donc ce n'est pas le Nil, parce que si c'était le Nil, ça allait continuer vers le nord. Il va continuer à suivre ces fleuves jusqu'à Kinshasa ici, où il arrive et il va aboutir jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo. Il se rend compte que le fleuve qui vient de parcourir, c'est le fleuve Congo, dont l'embouchure était connue depuis Diego Cao en 1482. Henry Stanley Moulton rentre en Europe. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'était un journaliste. Il va écrire des articles. Il écrit des articles pour expliquer ce qu'il vient de découvrir, un pays magnifique. Et les Britanniques ne sont pas intéressés. Mais il y a un autre roi, d'un petit royaume, qui vient d'ailleurs de naître il y a à peine 50 ans, le roi de la Belgique, qui s'appelle Léopold II, est très intéressé. Il fait venir Stanley à Bruxelles. Et Stanley lui explique, il dit, ok, dorénavant, tu vas commencer à travailler pour moi. Comme tu travailles pour moi, tu vas rentrer là-bas, au Congo, et tu vas signer des accords avec les chefs locaux pour qu'ils reconnaissent que je suis leur roi, leur souverain. C'est ainsi que Léopold va revenir, Stanley va revenir, et en 1881, il signe un accord avec un chef Teke qui était ici, qui s'appelait Ngaliema. Il signe un traité et en 1881, il crée un poste, le poste de Léopoldville, là où se trouve actuellement Magasin Kitambo. Donc, Léopold va ramasser ces accords avec plusieurs chefs et il rentre en Belgique. Il va montrer à Léopold II et Léopold II, sur base de ces accords, de ces traités, qu'il appelle des traités internationaux, alors que nos ancêtres qui signaient ces documents ne savaient même pas ce qu'ils signaient. Parfois, la signature était extorquée par la violence. Il y a l'épisode d'un chef Mungala à l'Équateur qui refuse de signer. Il dit, je ne peux pas signer des choses que je ne comprends pas. Salah, il dit, non, il faut signer, il faut reconnaître Léopold II. Mais il dit, mais Léopold II, c'est qui? Et Stanley, qu'est-ce qu'il va faire? Il remonte sur son bateau, il descend avec un canot, des canots Krupp, et il va tirer un coup de feu. La détonation de cette arme va pousser nos ancêtres à signer les documents. Donc voilà comment Stanley arrive avec les documents en Europe. Et puis, rapidement, pour aller vite, Léopold II va négocier la reconnaissance de son État. Et les Britanniques ont des ambitions en Afrique. Les Allemands ont des ambitions. Les Portugais ont des ambitions. Je donne deux exemples de deux ambitions, trois ambitions qui peuvent mener à la guerre. Les Anglais ont ce qu'on appelle les projets C2C Project. C'est quoi? C2C, ça veut dire de Cape Town au Caire. Lorsque vous prenez la carte de l'Afrique, vous tracez une ligne qui part du Cap, donc de Cape Town en Afrique du Sud jusqu'en Égypte. Ils disent toutes les terres qui se retrouveraient à la droite de cette ligne-là doivent appartenir à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre. Ça, c'est leur projet. Les Allemands, qui ont des ambitions à l'Est, en Tanzanie, veulent relier leur territoire de l'Est avec le territoire de l'Ouest, le Cameroun et le Togo.
Donc, ils doivent traverser le Congo. Les Français qui sont à Brazzaville, ils disent et ils ont l'ambition de contrôler les deux rives du fleuve Congo. Donc, être à Brazzaville et à ce qui sera Kinshasa. Ils se disent, OK, on est des gens civilisés, on va faire une grande réunion. Et ils vont faire la conférence de Berlin. Et à la conférence de Berlin, ils vont se mettre d'accord pour que Léopold II crée l'État indépendant du Congo. Mais à 3 conditions. Le premier principe qui est adopté en ce qui concerne notre pays, c'est le principe de neutralité. Le Congo devrait rester neutre, quelles que soient les circonstances. Même en cas de conflit, le Congo doit rester neutre. Deuxième principe, la liberté du commerce. Tout pays qui voudrait venir au Congo pour commercer est libre de le faire. Troisième principe, la liberté de navigation sur le fleuve Congo et tous ses affluents. En d'autres termes, vous l'avez bien compris, la conférence de Berlin décide de créer une colonie internationale. Et on va confier cette colonie internationale à un gestionnaire qui s'appelle Léopold II. La question souvent qu'on me pose, pourquoi État indépendant du Congo? Eh bien, État indépendant, ça veut dire que c'est un État qui n'a pas de métropole. Nous sommes la seule colonie qui n'a pas de métropole. Parce que la colonisation, c'est un pays qui domine un autre. C'est des relations entre deux pays. Mais là, nous avons deux relations avec un individu, Léopold II. Et le 1er juillet 1885, Léopold II va proclamer l'État indépendant du Congo. Mais d'abord, pour arriver au mois de juillet, on finit avec la conférence de Berlin. La conférence de Berlin reconnaît la souveraineté de l'Allemagne sur la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi. Donc, retenez bien, le Rwanda, Burundi et la Tanzanie sont des colonies allemandes. Léopold II a la souveraineté du Congo. La France est de l'autre côté. Là, disons, c'est le Congo léopoldien. Conférence de Berlin se termine, on s'est réparti l'Afrique. Mais, lorsque Léopold II commence à gérer cette propriété, Léopold II va commencer à bafouer les principes. En d'autres termes, Léopold II essaie d'escroquer tout le monde. On avait dit liberté de commerce, Léopold II commence à favoriser ses propres entreprises. On avait dit liberté de navigation, Léopold II crée des frontières et puis il met des droits de douane. On comprend qu'on s'est fait escroquer. Ça devient sa propriété privée. Et malheureusement pour nous, les Congolais, en 1888, il y a un Américain qui s'appelle Dunlop qui va découvrir comment fabriquer des pneus sur base de caoutchouc. Et cette innovation va faire en sorte que les caoutchoucs qui se trouvent au Congo est très demandé. Ça devient comme du pétrole aujourd'hui. Et Léopold II, qui était très cupide, veut gagner beaucoup d'argent. Il va pousser les Congolais à aller cueillir dans la forêt les VA pour lui. Et on oblige les familles, où on prend en otage la femme et les enfants, jusqu'à ce que le mari revienne, ramène une certaine quantité de VA. Peut-être 20 kilos. Et lorsque vous amenez, on libère votre femme. Donc il y a une pression qui est mise sur la population. On parle même à l'époque d'un génocide. Il y a une pression qui est mise sur la population pour cueillir les caoutchoucs. Et va apparaître le phénomène des mains coupées. C'est quoi les mains coupées? Les policiers de la force publique, les militaires de la force publique à qui on donne des munitions, 5, 10, 20 munitions, après la mission, il doit venir expliquer pourquoi il n'a plus 20 cartouches, il n'en a plus que 15. La seule explication acceptée, il doit expliquer
qu'il a été obligé de tirer sur quelqu'un et de tuer. Les policiers maintenant, pour qu'ils ne détournent pas les cartouches, doivent venir justifier. Si je dis j'ai tué quelqu'un, il doit lui couper la main et venir présenter comme preuve. Et c'est comme ça que les militaires commencent, lorsqu'ils poussaient les Congolais à aller cueillir les veillards, ils étaient obligés de tuer, ils amenaient. Donc il y a même un missionnaire protestant qui a témoigné que voilà comment j'ai croisé un militaire avec beaucoup de mains coupées qu'il allait faire rapport à la hiérarchie. Ce phénomène-là va scandaliser le monde entier et on va mettre pression sur Léopold II et lui retirer le Congo. C'est ainsi qu'en 1908, à la suite de ce scandale, Léopold II va léguer le Congo à la Belgique par testament. Et en 1908, le Congo devient une colonie belge. On devient Congo belge. On entre dans notre maintenant deuxième chapitre, le Congo belge. Qu'est-ce qui se passe dans le Congo belge? En 1910, l'Allemagne qui colonise le Rwanda et le Burundi, les Allemands vont parler avec les Belges en disant voilà, est-ce qu'il y a moyen de corriger nos frontières de l'Est? L'Est est pour nous, l'Ouest est pour eux. C'est ainsi qu'en 1910, les frontières entre le Congo et le Rwanda vont bouger et le Congo va perdre deux villes actuelles qui sont au Rwanda, qui étaient des villes congolaises. C'est la ville de Tchangungu et la ville de Gisenyi. Ces villes vont passer au Rwanda. Et puisque la frontière a bougé, les Allemands et les Belges vont se convenir d'accorder une période d'option. C'était 6 mois qu'on a donné aux populations frontalières de choisir ceux qui veulent rester rwandais, ceux qui veulent rester congolais. Donc les populations ont opté dans un camp comme dans un autre. 1910. 1914, les Allemands viennent voir les Anglais en disant coloniser un pays doit être un privilège qui doit être réservé aux grandes puissances. La Belgique, c'est un tout petit pays. On ne peut pas accepter que même la Belgique puisse avoir une colonie. Les Anglais disent aux Allemands, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Eh bien, concrètement, nous vous proposons de nous partager le Congo. On divise le Congo en deux, l'Allemagne et l'Angleterre, on récupère l'affaire, les Belges, ils ne pourront pas bouger. Les Anglais disent non, on ne peut pas accepter cet accord. Pourquoi? Parce que les Français ne seront pas d'accord. Pourquoi les Français ne seront pas d'accord que l'Allemagne et l'Angleterre se partagent le Congo? Parce que les Français ont ce qu'on appelle sur le Congo un droit de préemption. Je m'explique. Lorsque le Congo est créé en 1885, le Congo n'a pas d'ouverture sur l'océan. Nous sommes un pays enclavé. Léopold II va demander aux Portugais, les Portugais qui contrôlent la totalité de l'embouchure, ils ont des droits historiques parce que c'est Diego Cao qui avait découvert l'embouchure. Donc toute l'embouchure appartient au Portugal. Roi Léopold II dit aux Portugais, donnez-moi une fenêtre sur la mer, sinon je ne pourrai pas mettre en valeur le Congo si je n'ai pas d'ouverture. Les Portugais refusent. Ils vont voir les Anglais qui sont la puissance tutélaire du Portugal à l'époque, parce que l'Angleterre c'est la grande puissance fin 19e siècle. Les Anglais disent non. Léopold II va faire de la diplomatie, il va venir voir les Français, il parle avec les Français, et il accorde le droit de préemption à la France. Le droit de préemption, ça veut dire quoi? Le droit d'acquérir en premier. Dans cet accord, Léopold II dit ceci, si je n'arrive pas à mettre en valeur le Congo, je céderai ça à la France. C'est un accord secret. Et lorsque les Britanniques, les Anglais refusent à Léopold II de demander aux Portugais de donner cette ouverture, il sort cet accord secret. Il dit, voilà, vous me mettez dans une situation embarrassante, sans ouverture sur la mer, je serai obligé d'appliquer cet accord que j'ai signé avec les Français. Et les Français vont récupérer le Congo. Ce que les Anglais ne pouvaient pas accepter, ils ont demandé aux Portugais de nous accorder une fenêtre. C'est comme ça qu'on a les 37 km sur l'océan Atlantique. En compensation, on a cédé des terres vers Kayemba aux Portugais. Donc, les Anglais rappellent aux Allemands que les Français
ont un droit de préemption. Ils n'accepteront jamais qu'on se partage. Laisser cette idée-là, ça va nous conduire à la guerre. En parlant de guerre, quelques mois plus tard, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Et la guerre de 1914 commence. Puisque la France, en 1914, est l'allié de la Russie, les Allemands savent que la France va entrer dans la guerre. Et les Allemands anticipent, ils vont envahir la Belgique pour trouver un passage. La Belgique était un pays neutre, pour trouver un passage pour entrer en France. 11 jours après que la Belgique soit attaquée, les Congolais se réveillent sous des coups de canon vers Kalemi. L'armée allemande qui est en Tanzanie traverse les lacs, attaque le Congo. Les commandos allemands descendent au Congo pour couper les lignes de communication. La Première Guerre mondiale arrive au Congo. Donc, les Allemands qui attaquent le Congo, ils sont repoussés. Mais ils arrivent, comme ils avaient une supériorité en navires de guerre, l'Allemagne va contrôler pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 jusqu'à 1918, la totalité du lac Tanganyika et la totalité du lac Kivu. Le seul territoire que les Congolais, que les Allemands ont occupé pendant 4 ans, c'est l'île d'Idjouï. En 1916, les commandants de la force publique décident d'attaquer l'Allemagne. Parce que les Allemands, en fait, ce qui les intéresse, ils veulent entrer au Congo pour aller récupérer les mines d'or de Kilomoto. Le général Charles Tombeur, commandant de la force publique, l'armée congolaise, décide d'attaquer les Allemands dans leur colonie. C'est ainsi que les 15 000 militaires congolais traversent la frontière du Rwanda, attaquent le Rwanda. Le 9 mai 1916, Kigali tombe. Les militaires congolais prennent le contrôle de Kigali. Le 6 juin 1916, Bujumbura tombe. Les militaires congolais prennent le contrôle de Bujumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi sont contrôlés par les militaires congolais. Et ça ne s'arrête pas là. Général Charles Tombeur décide de continuer à suivre les Allemands en Tanzanie. Et en Tanzanie, les Congolais vont remporter 3 grandes victoires contre les Allemands. C'est à Tabora, Maenge et Dodoma. C'est des avenues que vous connaissez. En fait, c'est des noms des localités où les Congolais se sont battus avec les Allemands et qu'ils ont battu les Allemands en Tanzanie. La guerre se termine. La guerre se termine. Comme vous le savez, traité de Versailles, les vainqueurs prennent tout. Et les vainqueurs décident de confisquer toutes les colonies allemandes. C'est ainsi que la France va prendre le Togo et le Cameroun. L'Angleterre prend la Tanzanie. L'Afrique du Sud prend la Namibie. Et en reconnaissance de l'effort des Congolais et de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, en 1923, la Société des Nations, l'ancienne ONU, Nations Unies, va donner les Rwanda et les Burundi à la Belgique. 1923. En 1925, pour faciliter l'administration de cet espace, la Belgique va annexer les territoires du Rwanda-Urundi au Congo. Le Rwanda-Urundi devient la 7e province du Congo. À l'époque, nous avons 6 provinces. C'est Léopoldville, aujourd'hui c'est Kinshasa, Congo central, Bandundu. Équateur, province orientale, Kivu, Katanga, Kasaï. À cela, on ajoute le Rwanda-Urundi. Donc, de 1925 à 1960, les Congo belges et les Rwanda-Urundi vont devenir pratiquement un seul pays, avec le même chef d'État qui est le roi des Belges. Le même gouverneur général qui habite Léopoldville, la même armée, c'est la force publique qui sécurise le Congo belge, le Rwanda-Urundi.
Il y a même des Congolais qui sont envoyés en mission travailler dans l'administration. C'est ainsi que l'un de mes vieux qui est décédé aujourd'hui, le bâtonnier Mukendi, de l'UDPS, est né à Gitarama, au Rwanda. Et il parlait Kinyarwanda parce qu'il a fait son école primaire là-bas, parce que son père travaillait là-bas. Donc voilà comment nous devenons un seul pays, avec la même monnaie. En 1930, 25, on annexe, en 1930, les Belges vont considérer qu'il y a trop de population au Rwanda par rapport au Kivu. Et en 1959, un parti politique Hutu, qui s'appelle le Parmé Hutu, parti du mouvement de l'émancipation Hutu. Ils vont faire une révolution qu'on appelle la révolution rwandaise. Ils vont abolir la royauté parce que pendant toute la colonisation, jusqu'en 1959, au Rwanda, il y avait un Mwami, un roi. Ils abolissent la royauté, ils déclarent la république et puis les massacres vont commencer. Les Tutsis, certains Tutsis vont être tués et les autres vont paniquer. Ils vont commencer à partir en exil. C'est ainsi qu'en 1959, 60 000 Rwandais Tutsis traversent la frontière et viennent s'installer au Congo. 60 000. D'autres vont aller en Ouganda. Et parmi ceux qui partent en Ouganda, il y a des parents qui amènent leur garçon, un petit garçon qui a 2 ans, qui est né en 1957, donc en 1959 il a 2 ans, il s'appelle Paul Kagame. Il part avec ses parents en exil en Ouganda. Il y a un autre qui part avec ses parents, mais lui, il est tout bébé parce qu'il est né en 1959. Il s'appelle James Kabarebe. Ils vont aller en Ouganda. Et d'autres vont partir en Tanzanie et au Burundi. L'indépendance arrive. 1960, on a fait notre table ronde. Les Belges nous donnent une constitution provisoire qu'on appelle la loi fondamentale, qui met en place des institutions. Un président de la République, un gouvernement avec un premier ministre, les assemblées provinciales, les gouverneurs de province. Un peu le système qu'on a aujourd'hui. Maintenant, nous disons notre pays, c'est une république démocratique. Donc, les animateurs de toutes ces institutions doivent être élus. Et pour être élu, il faut aller aux élections. Mais il se pose un problème. Qui doit voter? La loi fondamentale de 1960 n'a pas abordé la question des nationalités. La nationalité est ignorée dans notre première constitution. La question des nationalités se pose pas à tous les Congolais. Se pose à propos des groupes, disons, qui parlent le Kinyarwanda. Au Congo, en 1960, nous avons 3 tribus qui parlent le Kinyarwanda, ou des cultures rwandophones. On a les Tutsis, on a les Hutus, on a les Twa. Les Twa, c'est les Pygmées. Ces 3 groupes-là parlent le Kinyarwanda. Mais il y a aussi 3 strates dans cette catégorie. Vous avez les gens qui parlent le Kinyarwanda que les Belges ont trouvé au Congo. Vous avez les gens qu'on a amenés de 1930 à 1950, au qui on les appelle les transplantés. C'est des milliers de personnes. Et vous avez la 3e catégorie, les réfugiés de 59, qui ont le droit de participer aux élections au Congo. Les Belges vont adopter en 1960 une loi électorale qui dit ceci. Les ressortissants du Rwanda-Urundi installés au Congo depuis au moins 10 ans ont le droit de voter. Concrètement, ça veut dire quoi? Les transplantés vont participer aux élections de 1960. Et ils ont participé aux élections de 60. Mais il y a quand même un doute. Bon, ils ont participé aux élections comme étrangers, comme immigrés ou comme Congolais. On n'est pas fixé là-dessus. Donc, la question de la nationalité reste un peu floue. On arrive dans la Constitution de 1964, qui est adoptée, notre première Constitution. Les Congolais vont dire ceci.
est congolais, celui dont les parents étaient là en 1908. 1908, ça veut dire quoi? Les transplantés et les réfugiés de 59 ne sont pas des Congolais. Et ça va poser des problèmes à l'Est. Mais on revient un peu en arrière. En 63, le président Kasavubu va dissoudre le Parlement. Il considère qu'il y a trop d'émotions. Les députés n'arrêtent pas de déranger son premier ministre qui est Cyril Adoula. Un groupe de députés, lumumbistes, traversent la frontière et vont s'installer à Brazzaville. Et arrivé à Brazzaville, ils créent une structure politique qui s'appelle CNL, Conseil national de libération, présidé par l'ancien ministre de l'Intérieur de Lumumba, Christophe Boigné. Toujours en 63, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lumumba, qui revient d'une formation en Chine, il s'appelle Pierre Moulele. En 63, il entre dans le Kwilu et il lance la première rébellion post-coloniale au Congo. Pierre Moulele commence la guerre dans le Kwilu. Christophe Boigné, qui est à Brazza, il dit, puisque Moulele a commencé à l'ouest, moi aussi, je dois commencer à l'est. Boigné va choisir à Brazzaville 2 de ses cadres, il va désigner 2 de ses cadres, pour qu'ils aillent commencer la guerre à l'est. Les 2 cadres s'appellent Gaston Soumaïli, mais il est plus connu dans l'histoire sur son surnom de Soumialo. Et le deuxième cadre que Boigné désigne à Brazzaville en 1963 s'appelle Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila et Gaston Soumialo, en 1964, ils vont lancer la rébellion de Simba à l'est. La particularité de cette rébellion, c'est que chaque unité militaire avait un féticheur. Un bataillon, une section, chaque unité, une brigade, vous avez votre féticheur officiel qui leur fait des gris-gris, on leur fait porter des amulettes, on leur fait des scarifications, banzolo quoi, pour qu'ils deviennent invulnérables. Et on leur dit, lorsque vous avez pris les médicaments là, lorsque vous lancez une attaque, il faut crier, il faut chanter. Et vous chantez quoi? Vous chantez Maï Moulele, Maï, Maï, Maï Moulele, Maï. Lorsque vous chantez, les militaires qui vous tirent dessus, les balles vous touchent et ça devient de l'eau. Parce que Maï, ça veut dire eau. D'où l'origine de l'appellation de Maï Maï. Phénomène qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ça a commencé en 1964 avec Laurent Désiré Kabila et Soumialo. Et les militaires de Mobutu, l'armée officielle, ils paniquent. Ils ont peur. Et ils vont fuir. C'est ainsi qu'en quelques mois, la rébellion de Simba va occuper pratiquement les tiers du territoire national à l'est. En partant du Katanga jusqu'à Kisangani. Et en 1964, lorsque Kisangani tombe, le chef de l'organisation qui était à Brazzaville, il prend l'avion, il atterrit à Kisangani, Boigné, et il proclame la République libre du Congo. Et lui-même est le président de la République. Mobutu, commandant de l'armée, ne s'en sort pas parce que ses militaires fuient. Premier ministre Cyril Adoula, il ne sait pas quoi faire. Kasavubu est dépassé. Mobutu va voir Kasavubu, il dit, Monsieur le Président, j'ai une idée. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, voilà, je pense que nous devons chercher un allié puissant, un homme à poigne, qui a des relations et qui a des moyens, qui peut nous aider à mater cette rébellion. Kasavubu lui dit, c'est une bonne idée, mais tu penses à qui? Il dit, je pense à Moïse Tshombe. Qui est Moïse Tshombe? Moïse Tshombe, c'est un Katangais. 11 jours après la proclamation de l'indépendance, il a proclamé la sécession du Katanga. Il dit, na longwe makambo na bino wana. Donc il a fait son État, il appelle État indépendant du Katanga, avec son armée, sa monnaie, sa banque centrale, sa constitution. En réalité, encouragé par les Belges, qui ne voulaient pas quitter le Katanga.
Donc la sécession a duré pendant 3 ans, jusqu'à ce que les casques bleus sont venus chasser Tshombe et les mercenaires. Donc il a fui en 63, janvier 63, il est parti en exil à Madrid, en Espagne. Et Mobutu, en 64, il dit à Kasavubu, on rappelle Tshombe. Kasavubu, il dit, mais Mobutu, tu es sérieux ou quoi? Les sécessionnistes sont là. Mobutu dit au président Kasavubu, mais Excellence, la politique est dynamique. Donc on a besoin de lui. Et c'est ainsi que Moïse Tshombe va atterrir ici à Kinshasa et Kasavubu va le nommer Premier ministre. Moïse Tshombe, quand il a fait sa sécession, je vous ai dit, il avait son armée qui s'appelait la gendarmerie katangaise. En 63, lorsqu'ils ont fui, le 2/3 de son armée, à peu près 8000 hommes, ils sont allés se réfugier en Angola. Et les Portugais les ont accueillis à bras ouverts. Ce sont des guerriers. Et il dit, vous allez nous aider à faire la police en Angola. Et donc, les Katangais étaient en train de mater les Angolais. Là-bas, on les appelait, ils ont changé de nom. On les appelait les Diabos. Lorsque Moïse Tshombe devient Premier ministre, il appelle les Portugais. Il dit, moi j'ai besoin de mes troupes. Parce que le travail reprend ici. Les Portugais disent, non, il n'y a pas de problème, ce sont tes militaires. Les Diabos vont revenir au Congo. Et il a besoin des officiers pour encadrer ces Diabos. Moïse Tshombe va rappeler ses anciens mercenaires avec qui il a fait la sécession. Bob Denard, Jean Scram, Maïko Ouara, tous ces blancs-là disent, mais on reprend la sécession. Non, non, oubliez la sécession. Maintenant, c'est le Congo. Donc, ils débarquent ici à Léopoldville. Tous les mercenaires, on les appelait les affreux. Parce que la plupart, c'était des criminels. Donc, ils débarquent ici. Tshombe leur explique, voilà, il y a des gens qui dérangent les populations à l'Est. On va leur faire la guerre. Et les Américains vont mettre les moyens. Les Américains mettent les moyens. Et on va commencer à attaquer les rebelles. Tshombe va attaquer les rebelles. Et dans la panique, Bouigné qui se va, il commence à perdre des territoires. Il a une idée. Il dit, allez me chercher tous les Occidentaux qui habitent encore la province orientale. Il y a beaucoup de gens qui étaient restés après l'indépendance. Dans des fermes, les religieuses, les religieux. On arrive à amener à Kisangani 2000 blancs ou 2000 occidentaux. Et Bouigné va envoyer un communiqué. Il dit, si vous venez encore m'attaquer, je vais tuer tous ces otages-là. Et les Belges ont peur. Ils se disent, Bouigné est capable d'exécuter sa menace parce que Bouigné est fou. C'est comme ça que la Belgique et les Américains vont monter des opérations. Une opération aéroportée qui s'appelle Dragon Rouge et l'autre opération terrestre qui s'appelle Omgang. Et cette opération combinée va se dérouler le 24 novembre, retenez bien la date, le 24 novembre 1964. Le parachutiste belge saute sur Kisangani pendant que le colonel Van de Wael entre avec sa 5e brigade mécanisée. Et les rebelles sont surpris, mais ils ont quand même eu le temps de tuer 200 personnes, 200 otages. Et les Belges arrivent à libérer les autres. C'est la panique. Les chefs rebelles ont perdu la guerre. Ils décident tous de partir en exil. Bouigné, le commandant en chef de l'armée des rebelles, appelle à main populaire de libération. Il s'appelait le général Nicolas Olenga. Nicolas Olenga va quitter Kisangani avec ses 2 Kadogo, ses 2 neveux qui assuraient sa sécurité. L'un s'appelle François Olenga, qui deviendra un grand général FRDC, et l'autre s'appelle Kisase Ngandou, qu'on verra dans l'AFDEL. Ils vont tous partir, sauf un leader de la rébellion qui décide de ne pas quitter le Congo. Il dit, moi je vais continuer la guerre. Il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Donc tous s'enfuient. Laurent Désiré Kabila reste à l'Est. Et Laurent Kabila, pour revenir avec notre histoire avec le Rwanda, va recevoir 2 renforts. Le premier renfort, c'est un groupe de Rwandais, à peu près 1000 combattants, tous rwandais, d'une organisation qui s'appelle UNAR, Union nationale rwandaise. Le chef de cette organisation s'appelle François Roukeba. Roukeba vient voir Laurent Désiré Kabila et dit, voilà, nous sommes en train de combattre notre président là.
qui s'appelle Grégoire Kayibanda, on n'a pas les moyens de les renverser. Voici ce qu'on vous propose. Nous allons vous soutenir lorsque vous allez chasser Kasavubu et vous allez prendre le pouvoir, vous viendrez nous aider pour chasser Grégoire Kayibanda. Les accords existent, on a les documents jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des Rwandais qui sont dans la rébellion de Laurent Désiré Kabila en 1964-65. Deuxième renfort, c'est des Cubains. Des Cubains qui débarquent dans le maquis de Laurent Désiré Kabila, à leur tête, le célèbre Ernesto Che Guevara. Che Guevara débarque au Congo, il dit, ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas accepter que les impérialistes essayent de dominer les Congolais. Nous devons aider les Congolais à devenir réellement indépendants. Donc Che Guevara arrive au Congo en 1965. Bon, Che Guevara finira par partir quelques mois après et dans ses mémoires, il va commencer son livre par cette phrase « Ceci est l'histoire d'un échec ». Il reconnaît qu'il a échoué au Congo et puis il va essayer d'aller faire la même chose en Bolivie, c'est là qu'il sera tué. Donc, Laurent Désiré Kabila travaille, continue la rébellion et on arrive en 1965. Mobutu va voir son président. « Excellence, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous m'autorisez à commémorer la libération de la ville de Kisangani ?» On a vu que Kisangani a été libéré le 24 novembre 1964. Mobutu propose au président de la République de l'autoriser à organiser une commémoration en appelant les commandants des grandes unités qui sont à l'intérieur. Kasavubu dit « Je ne vois pas d'inconvénient ». Les commandants arrivent ici, Mobutu les reçoit, ils organisent une grande messe à Notre-Dame. Les catholiques appellent cette messe Te Deum, remercier Dieu pour ce qu'il a réalisé. Après la messe, Mobutu reçoit tout le monde et le président de la République est surpris par un communiqué. Le haut commandement a déchu le chef de l'État et Mobutu prend le pouvoir. C'est le coup d'État du 24 novembre 1965, Kasavubu n'est plus président de la République. Donc voilà comment Mobutu devient président de la République. Et l'histoire continue. En 1969, Mobutu décide de nommer un certain Barthélemy Bisengimana comme son directeur de cabinet. Qui est Barthélemy Bisengimana? C'est le premier ingénieur civil formé à l'Ovanium. Mais c'est surtout l'ancien président de l'association des étudiants rwandais de l'Ovanium. Bisengimana est rwandais. Mobutu le sait, tout le monde le sait. Mais pourquoi Mobutu le nomme? Bisengimana était un homme brillant, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour Mobutu, puisqu'il n'est pas congolais, il n'aura pas d'ambition. Il ne peut pas comploter contre moi. Bisengimana va devenir la deuxième personnalité la plus puissante au Congo comme directeur de cabinet et il va rester à ce poste de 1969 jusqu'à 1977. En 1972, Bisengimana fait adopter une loi. La loi dit ceci: les ressortissants du Rwanda-Urundi ayant vécu au Congo depuis 1950 sont devenus des Aïrois. La loi Bisengimana donne la nationalité aux transplantés de 1950. Et ça pose des tensions à l'Est. Parce que lorsque les transplantés deviennent officiellement des Aïrois, qu'est-ce qui se passe? Les territoires de Masisi basculent. Les populations autochtones se retrouvent minoritaires dans leur propre territoire par rapport aux transplantés. 1972. 77, Bisengimana quitte le pouvoir. Mobutu le met de côté. Et en 1981, le Conseil législatif, le Parlement de l'époque, va adopter une loi qui annule la loi de Bisengimana de 72. Et pas seulement annulé, le Conseil législatif va aller plus loin.
et Congolais et Zaïrois, tout celui dont les parents, les arrière-grands-pères étaient au Congo en 1885. La constitution de Louabourg avait parlé de 1908. Ah bien non, vous êtes gentil encore. Non, 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 il faut... Bazalakawana 85. Donc on remonte encore plus loin. Donc la question des nationalités continue à poser des problèmes. Alors on quitte un peu le Congo pour voir ce qui se passe chez nos voisins. En 1979, l'armée tanzanienne décide d'aller chasser un dictateur en Ouganda qui s'appelle Idi Amin Dada. L'armée tanzanienne, avec les rebelles ougandais, chasse Idi Amin. Et on remet au pouvoir un ancien président de la République qui s'appelle Milton Obote. 79. 1981, un collaborateur d'Obote décide lui aussi de faire la rébellion. Il entre dans le maquis avec 26 camarades. Il s'appelle Yoweri Kaguta Museveni. Et parmi les 26 camarades qui l'accompagnent dans le maquis, il y en a un Rwandais. Incontestablement, c'est un Rwandais qui s'appelle Fred Rugema. Rugema l'accompagne dans le maquis. Et pendant que Museveni est en train de se battre, il commence à les recruter dans les camps de réfugiés rwandais. Des jeunes Rwandais pour qu'ils puissent les rejoindre. Pourquoi? Parce que la campagne d'Obote, le président de la République, contre Museveni, il essaie de faire passer Museveni pour un Rwandais. Museveni n'est pas Tutsi. Museveni n'est pas Rwandais, Museveni est Ougandais d'une tribu qu'on appelle les Banyankole. C'est une tribu qui est quand même proche des Tutsis, mais ce ne sont pas des Tutsis. La campagne d'Obote dit que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Donc, les jeunes réfugiés rwandais se sentent en insécurité dans les camps. Fred Rugema profite de cette opportunité pour commencer à les recruter. C'est comme ça que Fred Rugema va recruter un jeune qu'il va amener dans le maquis qui s'appelle Paul Kagame. Et le petit frère de Museveni, lui aussi, va recruter un autre jeune rwandais qui s'appelle James Kabarebe. Et la rébellion de Museveni va prendre 5 ans. En 1986, la rébellion de Museveni, avec son organisation politique qui s'appelle NRM, National Resistance Movement, et la branche armée qui s'appelle NRA, National Resistance Army. En 1986, ils prennent Kampala, ils prennent le pouvoir. Et quand Museveni sort du maquis avec son armée, la NRA, il a 20 000 combattants. Parmi les 20 000 combattants, 5 000 sont des Rwandais. Donc 15 000 Ougandais, 5 000 Rwandais. Pour les remercier de leur contribution à la libération de l'Ouganda, Museveni va leur donner des positions clés dans l'armée, dans l'administration. C'est ainsi que le major Paul Kagame devient le numéro 2 de leur DEMIAP, qu'ils appellent Deputy CMI, Chief of Military Intelligence. Kagame est le numéro 2 du renseignement militaire, renseignement et sécurité militaire de l'armée ougandaise. James Kabarebe est un officier de renseignement de l'armée ougandaise. Donc ce sont des officiers de Museveni. Avec le temps, les vrais Ougandais vont commencer à murmurer en disant oui, mais quand même, ils nous ont aidés, mais n'empêche. C'est quand même des étrangers. Comment les étrangers peuvent avoir... Museveni, grand politicien, il dit, cette histoire-là m'amènera des problèmes. Ça va m'amener des problèmes. Il faut que je trouve une solution. Comment se débarrasser de ses alliés encombrants? Alors, la meilleure solution pour se débarrasser de ses amis, c'est de les aider à rentrer chez eux. C'est ainsi que les réfugiés rwandais vont créer un mouvement qui s'appelle Front patriotique rwandais. C'est créé en Ouganda, avec une branche armée qui s'appelle APR, Armée patriotique rwandaise. Le chef de cette organisation, c'est l'ami de Museveni, Fred Rugema. Et le 1er octobre 1990, 3000 combattants rwandais, Tutsis, décident d'attaquer le Rwanda
avec comme objectif de prendre Kigali dans 5 jours. Et ils avancent. L'armée rwandaise du président Juvenal Habyarimana est en déroute. L'APR, l'armée donc des... Avant même qu'ils évoluent, je vous ai dit, l'attaque a eu lieu le 1er octobre 1990. Le 2 octobre, le chef de ce mouvement est tué. Fred Rugema est tué. Dans des circonstances obscures. On nous dit que c'est des règlements de comptes entre les leaders rwandais. Ils considéraient que Rugema c'était un bon combattant, mais il n'a pas fait beaucoup d'études, donc il ne peut pas être chef de l'État. Il y a toujours des petits ambitieux dans les organisations. Lorsque Rugema est tué, Museveni va rappeler son poulain qui est aux États-Unis en formation, qui s'appelle Paul Kagame. Il dit, Paul, tu dois revenir, ils ont tué Rugema, reviens vite. Kagame revient, Museveni va l'imposer à la tête du FPR. C'est ainsi que Kagame devient le chef de cette organisation. Donc, ils attaquent, ils évoluent et ils arrivent à 70 km de Kigali. Juvenal Habyarimana ne sait plus quoi faire. La seule solution qui lui reste, c'est d'appeler au secours son allié, le maréchal Mobutu. Il dit, maréchal, ils sont déjà 70 km. Si tu ne bouges pas, je suis foutu. Mobutu dit, pas de panique. Mobutu va mobiliser la DSP et des commandos qui étaient formés à Kisangani. À leur tête, il met le général Mayele. Il dit à Mayele, va régler les problèmes. Avec l'appui, il y avait déjà l'armée française qui était l'armée belge pour venir protéger les expatriés. Mayele va donner le moral aux forces rwandaises du phare, forces armées, l'armée d'Habyarimana, et le général Mayele et les militaires zaïrois vont prendre les Kagame et leur armée à partir de 70 km de Kigali et les repousser jusqu'à la frontière ougandaise. La première attaque du FPR a échoué parce que les Congolais sont intervenus dans la guerre du Rwanda. Après, les Congolais, comme vous le savez toujours, nous, on n'arrive pas à faire les choses parfaitement. Il y a toujours un moment, il faut qu'on déconne. Et là encore, ils ont déconné, ils ont commencé à piller. On a vu des scènes, nous, des militaires avec des télévisions sous la tête et tout. Bon, on leur a demandé de rentrer chez eux. Les Congolais sont revenus chez nous et puis la guerre a repris là-bas pour aller vite. En 1993, la rébellion et le pouvoir d'Habyarimana vont signer ce qu'on appelle les accords d'Arusha 5. Les accords d'Arusha acceptent le cessez-le-feu et la répartition des responsabilités pour une transition politique avant d'aller dans un gouvernement de transition où on s'est parti les ministères. Et dans l'armée, les FPR obtient d'amener, les rebelles obtiennent d'amener dans la nouvelle armée 40% des militaires. Et par les officiers, les FPR amènera 50% d'officiers. Ça, c'est les accords d'Arusha. Mais les extrémistes des deux camps ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec cet accord. Les extrémistes Hutus d'Habyarimana considèrent que ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Il faut en finir par la guerre. Donc cet accord-là, ce n'est pas une bonne chose. Juvenal Habyarimana, tu as déconné. Et les extrémistes du FPR disent à Kagame, c'est un mauvais accord. On a la possibilité de prendre la totalité du pouvoir. Et tu nous fais obtenir 40%, 50%, c'est quoi ça? Et le 6 avril 1994, vers 18h, l'avion du président Habyarimana, qui revenait d'une conférence en Tanzanie, arrivait au-dessus de l'aéroport de Kigali, l'avion est abattu par un missile. Le président va mourir et toute sa délégation, il n'y a aucun survivant. 30 minutes après la mort du président, les barrières se mettent dans tout Kigali et c'est le début du génocide rwandais, chasse aux Tutsis.
les Congolais vont commencer à voir, les Congolais de Goma, de Bukavu, vont commencer à voir arriver au bord du lac des cadavres mutilés. Des enfants qu'on a tués, des femmes. On tue et le génocide commence. Les Français vont mettre en place, le génocide va... Donc, le lendemain du début du génocide, les FPR dit qu'il n'y a plus de cessez-le-feu, FPR reprend la guerre, les Kagame reprennent la guerre. Donc, il y a la guerre, il y a les génocides, et ça va durer pendant 3 mois. Et on va comptabiliser à peu près 800 000 morts. 800 000 morts, beaucoup de Tutsis, en grande majorité de Tutsis, mais il y avait aussi des Hutus modérés qui avaient été massacrés. L'armée française, les Français vont déployer une opération qu'ils appellent l'opération turquoise. Les militaires français arrivent au Rwanda et créent une zone. La zone est attenante à la RDC. Les Français disent que nous sommes venus empêcher la poursuite du génocide. Les Kagame disent, les Français, vous êtes intervenus pour protéger les génocidaires et leur permettre de traverser au Congo. C'est ainsi qu'à peu près 2 millions de Rwandais, 2 millions de Rwandais vont traverser la frontière et venir s'installer dans des camps de réfugiés au nord Kivu et au sud Kivu. Toute l'armée rwandaise va traverser avec armes et bagages. L'administration, c'est vraiment un État qui part en exil. Et on va se retrouver avec des camps de réfugiés immenses. Par exemple, le camp de Kibumba, à l'époque, c'était le plus grand camp de réfugiés au monde, avec 1 million de population. Et le Congo va commettre des erreurs qu'il paiera très cher. La première erreur, c'est les conventions internationales demandent à ce que lorsque vous recevez les réfugiés de votre voisin, il faut les désarmer tous. Nous n'avons pas désarmé les réfugiés, les militaires rwandais, l'armée rwandaise qui a traversé. J'ai parlé avec le premier ministre de l'époque. Il dit ce n'était pas facile. Comment voulez-vous désarmer les gens qui viennent avec des chars de combat? On n'avait pas les moyens matériels de désarmer toute une armée. Ça, c'est le vieux Kengoadon. Deuxième erreur. Lorsque vous recevez les réfugiés de votre voisin, vous devez les éloigner au moins de 50 km de la frontière. Et là, les réfugiés se sont carrément installés à la frontière. Donc, voilà comment les réfugiés arrivent au Congo en 1994. Et en 1996, sous prétexte d'aller disperser les camps de réfugiés, parce que certains réfugiés faisaient des incursions au Rwanda, menaient des opérations commando et revenaient se cacher dans les camps de réfugiés. En 1996, sous prétexte de disperser les camps de réfugiés, cette opération de police va se muer à une rébellion et ce sera l'apparition de l'AFDEL. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai dit et je vous remercie. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.